découvert les organisations d'enfants travailleurs par hasard. C'était pendant mes études à Montréal, j'ai dû faire un mémoire sur le travail des enfants. Et à ce moment-là, en cherchant, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur la réglementation, des informations quantitatives, qualitatives, des images, des témoignages. Et tout ça me confortait dans l'idée que le travail des enfants était quelque chose de négatif, un fléau à éradiquer, tel que c'est souvent exprimé, jusqu'à ce que je tombe complètement par hasard grâce à Google sur la déclaration de Kundampur de 1996. La déclaration de Kundampur, qu'est-ce que c'est? C'est le produit d'une rencontre de 29 enfants travailleurs délégués de 33 pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique qui ont abouti à une déclaration par plusieurs articles, parmi lesquels, et là je vais les lire, l'article 2, nous sommes contre le boycott des produits fabriqués par les enfants. Article 3, nous voulons pour notre travail le respect et la sécurité. Article 10, nous sommes contre l'exploitation de notre travail, mais nous sommes pour le travail digne, avec des horaires adaptés pour notre éducation et nos valeurs. En clair, les enfants travailleurs demandent le droit au travail. Alors là, je pense qu'on va avoir un bon débat avec Madame Bollon, parce que je vais complètement à l'encontre de sa position. J'ai une position de juriste, moi. Donc, je vais vous parler de ces enfants travailleurs organisés, voir qui ils sont, quels sont leurs messages et quelles sont les activités concrètes sur le terrain. Donc, ces enfants travailleurs s'identifient avec des mots qui finalement sont un peu des labels. En Afrique, ils s'appellent EJP, enfants et jeunes travailleurs. En Amérique latine, ils s'appellent NAT, Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores. Et en Asie, c'est en anglais, c'est les moins original, c'est juste Working Children. Ils appartiennent à un mouvement qu'on pourrait dire idéologique, qui voit le jour tout d'abord en Amérique latine dans les années 70, donc déjà plus de 30, 40 ans d'expérience, avec le développement de la théorie de la tendresse de Paulo Freire, qui est un brésilien, et aussi en parallèle des mouvements d'indépendance, mais de renforcement des capacités des populations indigènes. Donc ça, c'est un peu le contexte idéologique de l'Amérique latine, et c'est ce qui fait émerger aussi cette question d'organisation d'enfants travailleurs. En Inde, c'est un peu plus tardif, puisque ça a apparu dans les années 80, et en Afrique dans les années 90. Et c'est dans le contexte du grand débat international de l'Organisation internationale du travail sur la question du travail des enfants que ces différentes expériences locales commencent à se constituer en réseau international. Aujourd'hui, le mouvement international des enfants et jeunes travailleurs est composé de 3 mouvements régionaux regroupant plus de 7 mouvements nationaux en Asie, soit près de 50 000 enfants, 20 mouvements nationaux en Afrique, soit près de 30 000 enfants, et 8 mouvements nationaux en Amérique latine, soit environ 20 000 enfants. Qui participent et sous quelle modalité? Ces organisations sont des organisations de, par et pour les enfants travailleurs. Ils sont dirigés par ces derniers et elles traitent de questions liées au travail des enfants, aux droits des enfants et enfin surtout non, mais c'est quelque chose qui influe toute l'approche de ce mouvement à la participation des enfants que eux-mêmes appellent dans un mot qui n'existe pas en français mais qui vient de je ne sais pas ce qu'ils disent dans les autres langues, mais ils se sont mis d'accord pour l'utiliser dans les 3, le protagonisme. Donc, la lutte, enfin, une lutte pour la reconnaissance de leurs droits et pour une amélioration de leurs conditions de vie. Les formes d'organisation de ces mouvements sont extrêmement multiples, car toutes partent d'expériences extrêmement locales, qui se retrouvent d'une manière commune, mais qui ont des modes de fonctionnement propres. Mais on peut quand même, le point commun, c'est que tous fonctionnent sur des groupes de base qui regroupent des enfants d'une même aire géographique et qui sont accompagnés par une organisation d'adultes, le plus souvent soit association à but non lucratif, soit tout simplement le mot-clé ONG. Dans un deuxième temps, ces groupes de base sont intégrés à des réseaux plus grands, nationaux, ensuite ce que j'appelle régional, mais en fait c'est-à-dire continental, et ensuite le mouvement international. L'assimilation entre ces organisations d'enfants et les associations d'adultes est plus ou moins bien définie. En Asie et en Amérique latine, la distinction est assez claire. On a une organisation d'adultes qui va s'appeler par exemple en Inde Concern for Working Children, qui va accompagner une organisation d'enfants, Bhima Sangha. En Colombie, par exemple, on a 2 associations, Creciendo Unidos et Fundación del Pequeño Trabajador, qui vont accompagner le mouvement national des enfants travailleurs colombiens. En Afrique, les liens sont un peu plus flous, mais voilà. La présence des adultes si proches des enfants pose
Alors ça, c'est vrai que sur toutes les expériences qu'il y a dans les 3 continents, parfois la limite n'est pas franchement claire, mais ce qui laisse quand même assez optimiste pour ces expériences, c'est que c'est un débat qui est complètement assumé par les organisations d'adultes et qui est ouvert. Il y a une vraie réflexion sur le rôle de l'adulte et sur les cadres qu'il doit s'imposer pour limiter son influence tout en accompagnant les enfants. Parce que de toute façon, il est clair que même si on parle de participation d'enfants, en aucun cas c'est une démission des adultes. Les adultes ont un rôle important qui est essentiel, c'est celui de créer des espaces et des outils nécessaires pour que cette participation soit effective. Donc il faut bien rester vigilant sur ces idées de manipulation, mais quand même les idées dont je vais parler ont une racine vieille de l'enfant. Donc quelles sont ces idées, quelles sont ces revendications que les enfants travailleurs ont à travers leurs organisations? Tout d'abord, il n'y a pas, à travers leur déclaration, de définition claire du travail comme nous, on peut avoir l'habitude d'en faire quand on parle d'un sujet. Donc est-ce que c'est une activité rémunérée ou pas? Est-ce que c'est des tâches domestiques sont du travail ou pas? Finalement, les enfants travailleurs n'ont pas ressenti le besoin d'une définition formelle du travail. Pour eux, le travail représente toutes sortes d'activités, qu'elles soient rémunérées ou pas, que ce soit à la maison ou en dehors, mais en tout cas, c'est ni de l'école, ni du repos, et ça peut s'intégrer dans la famille ou dans la communauté. En revanche, ce sur quoi ils sont précis, c'est les conditions de travail. Régionalement, ils n'ont pas tous la même approche. En Asie, la distinction est très forte, très claire, et là, on va reprendre ce que disait M. Steiner en première partie, de work and labor, donc le work, le travail, et le labor, c'est le mauvais travail, donc que les auteurs utilisent. Il y a eu une expérience assez intéressante en Inde. Ils ont écrit tout un petit livre en décrivant de façon exhaustive quels étaient les travaux qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire. Par exemple, à 5 ans, pour le jardinage. On va dire le jardinage, l'entretien, donc l'agriculture, c'est interdit aux enfants. Donc, eux se sont posé la question. À 5 ans, le jardinage, ça va si le jardin est devant la maison et qu'on n'a pas besoin d'arroser avec plus de litres d'eau. Après, ça va avec 10 ans si le jardin est un peu plus loin et qu'on doit porter des poids plus lourds. Et puis après, il faut attendre 15-16 ans si vraiment c'est de l'agriculture avec le puits à 2 km et le jardin qui a une surface quand même un petit peu plus importante. Donc il y a vraiment une réflexion sur les capacités de l'enfant à pouvoir faire un travail. En Afrique, eux parlent d'un travail léger et limité, donc on n'a pas bon travail, mauvais travail. Et en Amérique du Sud, en fait, on parle juste de travail. Mais quand on parle de travail, on sous-entend que ça respecte les conditions d'un bon travail. Et en fait, les conditions d'un bon travail, c'est défini par le négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de discrimination, et on a un temps pour la récréation et l'éducation. Cette approche du travail sur les conditions, elle est donc en opposition avec les politiques internationales prônées par l'Organisation internationale du travail. Notamment la Convention 138, qui est un consensus parmi ces organisations. Pour eux, le seul critère de l'âge n'est pas un critère approprié pour déterminer si un enfant peut ou pas travailler. Ce qui est important, c'est de voir, comme je le disais tout à l'heure, ses capacités et éventuellement son sexe, parce qu'une fille et un garçon ne peuvent pas faire les mêmes tâches. Pour ce qui est de la Convention 182, qui a été établie et qui fait un grand consensus international, elle traite des pires formes du travail des enfants. Pour ces mouvements, c'est une aberration de parler de travail des enfants. Pour eux, c'est ce qui est décrit dans les termes de la Convention, ce sont tout simplement des crimes. Donc la Convention ne représente pas beaucoup d'intérêt pour eux. Leur deuxième revendication très essentielle porte sur le droit à une bonne éducation, une éducation appropriée. Souvent, quand on entend parler d'enfants qui prennent le droit au travail, on dit « et l'éducation, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous ne voulez pas les élever ?» Non, pas du tout. Les enfants eux-mêmes réclament ce droit à l'éducation. Le travail ne doit pas se faire au détriment de celle-ci. Et donc, un bon travail, c'est un travail qui laisse le temps pour l'éducation. Mais en revanche, ils sont critiques sur les systèmes éducatifs de leur pays. Et donc, ils essaient de proposer des solutions alternatives. Et ils souhaitent aussi faire reconnaître le travail comme une source d'apprentissage non négligeable. Ensuite, je vais vous parler de cette question de droit au travail, avec une approche un tout petit peu plus juriste, mais pas complètement. Il y a deux différences essentielles dans les revendications des mouvements. En Amérique latine, on parle de valorisation critique du travail des enfants. C'est-à-dire la valorisation, on va reconnaître au travail des valeurs positives, et en plus, on va insister sur le fait que c'est culturel, c'est quelque chose de culturel en Amérique latine que les enfants travaillent. En revanche, il est critique, parce que
travail des enfants ne sont pas respectées, enfin, ne sont pas dignes. Donc l'enfant travailleur est considéré comme quelqu'un qui apporte sa contribution à la société et qui a donc le droit d'en être protagoniste, que je disais au début. En Afrique et en Asie, l'approche est assez différente. Le travail est considéré comme une nécessité qui n'est pas normativement positive, mais dans la mesure où c'est une nécessité, ils préfèrent avoir une approche pragmatique et préfèrent un encadrement des conditions de travail plutôt que le néant avec l'interdiction qui fait que l'enfant n'est pas protégé. Donc, c'est là que je pense qu'on est compris, les politiques brutalement abolitionnistes ne répondent pas, selon ces organisations, à l'intérêt supérieur des enfants, car elle les laisse dans une zone de non-droit et donc sans protection. Les différents mouvements se sont quand même mis d'accord pour conjuguer les uns qui revendiquent un vrai droit au travail et ceux qui reconnaissent que c'est une nécessité, et ils se sont mis d'accord sur le droit de choisir entre travailler ou non. Ça implique en fait de posséder ce droit et aussi d'avoir les moyens de l'exercer, c'est-à-dire de ne pas être contraint par la pauvreté à ne pas avoir un vrai choix. Enfin, donc ça montre bien en lumière que ces mouvements ont quand même une vision idéaliste, qui prône un idéal, ce n'est pas juste une approche pragmatique, parce que s'ils réclament un droit au travail, ils sont quand même conscients que leur réalité n'est pas souvent très loin d'être proche de ce qu'eux demandent. Ils sont souvent dans des conditions très dures, et évidemment, ils ne réclament pas le maintien de leur situation, mais bien une amélioration. Enfin, donc l'idée qui va un petit peu au-delà de juste la question du travail, c'est qu'en fait, grâce au bon travail, les enfants se voient comme des protagonistes dans la société et ils réalisent le droit d'être de bons citoyens, qui est une éducation intéressante à la démocratie. Sur quelle tribune les enfants portent-ils ces revendications? C'est évident que si on parle juste entre nous, entre 10 ans